travaillé pour un paquet d'éditeurs slash agences slash consultants et on a quasiment, je pense, automatisé tous les process d'un point de vue SEO. Moi, je pars du principe que si tu fais une tâche, bon, tu réfléchis pas. Si tu l'as fait 2 fois ou 3 fois, au bout de la troisième fois, il faut te dire, ok, comment je peux la processer, quoi. Bon, j'ai aussi le fait d'être passionné par ça, quoi. Tu vois, le week-end, samedi, j'ai passé ma journée à faire les agents IA, et voilà, et se lever à 7 heures du matin pour tester les trucs, parce que voilà, il y a la passion aussi derrière. Bonjour à tous et merci de suivre ce nouvel épisode de Click. Avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot sur Linkaway, la boîte que j'ai cofondée. Il y a quelques années, je recevais régulièrement des demandes de marques intéressées pour bosser avec mes sites. Sauf qu'une fois sur deux, elles n'avaient pas le programme d'affiliation. Résultat, on en parlait, on se disait que ça pouvait être cool, et puis rien. Trop compliqué, pas de système de paiement, l'opportunité partait en fumée. C'est exactement pour ça que j'ai créé Linkaway. Je voulais pouvoir leur proposer un partenariat simple, au clic, sans avoir besoin de passer par une régie, une plateforme ou un contrat de 12 pages. Aujourd'hui, avec Linkaway, je définis un prix par clic, je crée un lien et tout est généré automatiquement. Le suivi, la facturation, les paiements. Zéro friction, zéro perte de temps. Des médias comme Le Point, Démotivateur ou Topito utilisent déjà Linkaway pour monétiser leur trafic plus efficacement. Ce qui avant relevait du casse-tête est devenu un réflexe. Une marque vous contacte, vous lui proposez une campagne au CPC, elle signe en ligne et les paiements se font automatiquement. Et surtout, ça marche. Vous êtes payé pour chaque clic, même si la marque n'a aucun programme en place. Prenez rendez-vous grâce au lien en description et je vous fais une démo rapide. Je vais commencer par te présenter au passage du coup. Allez, go. Déjà, merci beaucoup de rejoindre le podcast. Très content de te recevoir. Tu es un expert reconnu en automatisation no-code. Tu as un background plutôt développeur full stack. Tu as d'abord fait de l'édition web comme moi du coup. Et après, tu t'es plutôt spécialisé dans l'automatisation, donc avec des outils comme Make ou N8N. On va en parler par la suite. Tu as cofondé l'agence Séquence qui permet aux entreprises d'automatiser leurs process via des outils no-code comme Make et N8N. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de Make et pourquoi ça explose en ce moment, mais aussi les dernières actus de Make, notamment les agents AI qui sont maintenant intégrés dans Make. C'est un peu la grosse actu du moment. Hein, Est-ce que cette description te semble assez complète ou est-ce que tu as des c'est choses à parfait. ajouter? Ouais. Non, non, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, ouais. Tu veux m'en dire plus sur comment, à l'origine, tu as découvert Make, comment tu t'es mis à cet outil? Alors de base, comme tu le disais, je suis développeur web et du coup j'ai attaqué le SEO chez Brioude Internet, qui était une agence reconnue à l'époque en 2014, Ouais. 2015. Et donc j'ai découvert le SEO comme ça. J'ai arrêté du coup le dev web pour partir sur le SEO. Et ensuite, du coup, dès que j'ai eu mon passé de développeur, je me suis dit, OK, il y a plein de choses qui sont rébarbatives déjà en manuel à faire en SEO. Notamment, à l'époque, on faisait pas mal de tout ce qui était spam en édition de site, etc., un peu black hat. Et du coup, étant donné que je savais développer, mais pas forcément, on va dire, grand développeur, du coup, je me suis mis déjà au no-code à l'aide de Zenoposter. Alors, je sais pas si ça te parle comme outil. C'est un outil d'automatisation russe-anglais, qui est vraiment pas mal. C'est un des premiers, je pense, outils qui existe encore. Et voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, ok, c'est pas mal. Après, j'ai fondé une agence, donc j'ai fait des éditions de sites, j'ai fondé une agence pour diverses raisons qu'on a fermé. Et quand j'ai voulu repartir, en fait, en solopreneur, je me suis dit, j'ai un pote, Romain Pirotte, qui m'a dit, bah, il faut se mettre dans le personal branding. Il y a 2, 3 ans, il me disait à fond, se mettre dans le personal branding, etc. J'ai toujours été du coup dans le SEO de base, et je m'étais dit, il y a tellement de monde dans le SEO, et je vois pas comment je peux me sortir entre guillemets sur la partie, me démarquer par rapport aux autres sur la partie SEO. Et vu que ça faisait plus de 10 ans que je faisais de l'automatisation, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas passer sur la partie automatisation. C'était la sortie de ChatGPT, donc 2022, je crois, fin 2022, 2021 ou 2022, je sais même plus. ChatGPT quand c'est sorti. Mais en gros, ça devenait, on va dire, accessible à tout le monde. Les gens voyaient du coup ce qui était possible de faire avec l'IA et donc avec en parallèle l'automatisation. Et en fait, étant donné que moi sur Zenoposter, c'était trop compliqué
pour former les gens parce que c'est russe, il n'y a pas de tuto, etc. Je me suis dit non, faut que je parte autre chose. J'ai testé un peu tous les tools et du coup, je me suis orienté vers Make et je me suis dit allez, je ponce Make et du coup, je communique là-dessus avec du coup des études de cas, on va dire, parce que étant donné que j'avais une expertise dans le SEO sur Make plus SEO. Et après, petit à petit, LinkedIn, etc., je me suis dit, bah, ok, je vais sortir un peu du SEO pour aller automatiser un peu tous les process, quoi. Alors si on va poser les bases déjà pour commencer, si on connaît pas Ouais. du tout Make, concrètement, qu'est-ce que ça fait Make? Make, c'est quoi? C'est un orchestrateur, on va dire, un outil en mode SaaS, déjà. Donc, c'est un outil en mode SaaS qui était tchèque, mais qui maintenant a été racheté, je crois, par des Allemands. Et en gros, ça permet, en fait, d'interconnecter toutes, pas toutes, mais quasiment toutes les applications qui ont disponibles, que ce soit du Slack, du Teams, la suite Google, des Tally, du Notion, enfin du Airtable, tous les outils que 99% des gens utilisent. Et aujourd'hui, c'est de se dire, bah, ok, j'ai une problématique, c'est comment je peux, voilà, j'ai par exemple un nouveau lead dans mon formulaire sur mon site web, je veux l'ajouter à ma mailing list sur Brevo ou je sais pas sur un autre outil, bah, ça permet en fait d'interconnecter l'ensemble des outils ensemble selon un process manuel qu'on ferait. Ok. Et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, on a beaucoup parlé d'outils comme Zapier, par exemple, ou IFT, IF6 Ouais, Zamzat. FTTT, ouais. Hmm. Pourquoi j'ai l'impression qu'en ce moment, Make a un peu tout raflé. Qu'est-ce qui le différencie vraiment de ces outils on va dire, presque de précédente génération? Alors Zapier, moi je l'ai utilisé à l'époque. FTTT, si, j'ai attaqué par FTTT en 2014 aussi. Et pourquoi Make? Alors déjà d'un point de vue prix par rapport à Zapier, je pense qu'il est c'est même pas, je pense qu'il est beaucoup moins cher et il est beaucoup plus complet. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses beaucoup plus complexes d'un point de vue algorithmiquement parlant, avec des conditions. Si tu fais ça, alors fais ça. Alors que Zapier, c'est assez, on va dire, limité, même si Zapier va très bien pour des petites automatisations basiques, hein. Mais voilà, Make, c'est la hype. Ils ont la hype maintenant. Et puis je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, entre guillemets, quoi. Même si ça va assez vite, notamment avec N8N qui pousse de plus en plus, notamment, on y reviendra après, avec les agents IA, où là, ils ont fait une belle percée, quoi. Ok. C'est quoi qui différencie d'ailleurs N8N de Make aujourd'hui principalement? Parce que les deux ont l'air de faire quelque chose d'assez similaire. Alors, Make, déjà, c'est uniquement en mode SaaS. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas l'installer chez toi en mode open source, alors que N8N est en mode open source, tu peux l'installer sur ton propre serveur, clusterisé pour tes clients, pour toi, si tu veux pas que les données elles sortent. Ça déjà c'est la bonne chose. Mais il y a quand même beaucoup plus d'applications qui existent, qui sont connectées. N8N, c'est plus du low code, donc il y a besoin de savoir un petit peu coder, alors que Make un peu moins, c'est un peu moins UX friendly N8N, mais ça a le mérite d'être gratuit. Make on paye à l'opération, donc une opération c'est une tâche, on va dire. Donc si on a des scénarios d'automatisation qui sont longs, typiquement, ça peut vite coûter assez cher. Je parle par exemple je pense à du scrapping, par exemple, donc récupérer des données sur le site web. Si demain on veut récupérer des données toutes les minutes sur des sites web, bah Make, ça va vite coûter cher. Ça va coûter X opérations, peut-être toutes les minutes. Voilà, même si c'est 1 euro les 1000 opérations, mais on peut vite passer des coûts à 100, 150 euros par mois sur des trucs comme ça, alors que N8N, c'est gratuit. Ok. Donc sur séquence, toi, tu es plutôt spécialisé Make et ton associé plutôt N8N. Comment vous Ouais. décidez si vous allez appliquer du Make ou du N8N à une demande client? Alors, même si maintenant on a tendance à orienter de plus en plus sur N8N, en fait, l'idée c'est de se dire, ok, est-ce que déjà le client il a une stack d'outils? S'il utilise du Make, bah, on va partir sur du Make, on va pas faire changer les outils. S'il utilise rien, on va privilégier quand même le N8N. Parce que, bon, alors, même si des fois Make, tu vois, c'est en mode SaaS, l'autre fois il était off pendant 1 heure, bah, en fait, toutes les automatisations, elles ne tournent pas. Donc, bon, t'es pas à l'abri de ça. Et surtout, généralement, on regarde au coût, en fait. C'est se dire, OK, est-ce que l'automatisation, elle a besoin de tourner X fois par jour, par mois, par semaine? Et en fonction, si N8N est beaucoup performant et en fait, ça nous coûtera forcément
moins cher. Donc généralement, pour le client, on essaie de tendre là-dessus, vers du Unity. Ok. Si tu as créé par exemple un workflow sur Make, par quoi tu commences? Tu peux nous donner un peu de jargon sur les différentes briques à mettre en place? Alors, une automatisation, c'est toujours décomposé en deux étapes. Tu as la première phase qui est le trigger, donc en français, c'est déclencheur. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui va déclencher et ensuite, tu as une suite d'actions. Par exemple, dans une automatisation, je sais pas, un formulaire de contact, je reçois un formulaire de contact et je veux m'envoyer une notif sur Slack parce que telle personne, elle a été, j'ai reçu tel email et ensuite la stocker dans un Google Sheet. Bah, le déclencheur, c'est le fait de recevoir en fait un formulaire. Dès que j'ai ça, ensuite, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer les données de ce formulaire, je vais les ajouter dans un Google Sheet, et ensuite, une fois que la seconde action, ce sera de les ajouter, du coup, dans un message sur Slack. Donc, tu as le trigger qui est recevoir les informations, et l'action numéro 1, stocker les informations dans un Google Sheet. Action numéro 2, envoyer un message sur Slack. Ok. Et donc c'est complètement no code, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout besoin de savoir coder pour faire aujourd'hui une automatisation sur Make. Non, t'as pas besoin de savoir coder. Des automatisations simples aussi. Alors, ça, c'est vite parce qu'il y a des automations qui sont ultra complexes quand on va aller dans des outils qui peuvent être complexes. Maintenant, c'est des automatisations simples. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui ont une logique Excel. Si tu sais faire une logique Excel d'une somme, une recherche V, etc., un peu, faut quand même avoir l'esprit un peu geek, l'esprit un peu la logique algorithmie. Et c'est de se dire, voilà, après, Make a son propre langage, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des, bah voilà, comment on fait des conditions, des boucles, ce qu'on appelle des boucles, etc. C'est, faut savoir le faire. Mais si tu as la logique de se dire, oui, tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, c'est axé pour des responsables marketing, on va dire, CMO slash responsable marketing, alors que du N8N, on est plus quand même sur des esprits un peu plus tech et du coup des développeurs, quoi. Ok. Euh, et du coup, dans Make, souvent, tu vas utiliser des modules disponibles dans la bibliothèque de Make que tu vas paramétrer dans tes workflows. Imagine, moi, j'utilise un logiciel de facturation qui a une API, mais qui n'a pas forcément de briques sur Make. Est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans un workflow Make? Ouais, tu peux. C'est ça qui est bien. Alors, tous les outils qui ont une API, donc une API, c'est peut-être définir, c'est le fait de pouvoir se connecter à des services externes. Donc, en fait, de base, tous les modules qui sont connectés, c'est des personnes comme nous qui créons des applications. Bah, Slack a mis à disposition le module Make pour Slack, par exemple, pour éviter qu'en fait, ceux qui ne savent pas coder aillent lire la documentation et du coup l'utiliser. Mais tu as des outils comme, je sais pas, il y en a plein hein, bah, par exemple, ton logiciel de facturation, qui n'a pas aujourd'hui de développeur Make, ou alors ils n'ont pas fait appel à une agence de dev, et du coup, ils mettent juste à dispo l'API. Et là, dans ce cas-là, en fonction de l'outil, ça sera plus ou moins simple, et en fonction du coup de la documentation de l'outil, d'aller se connecter par rapport à ça. Par contre, si tu es sur un outil qui est obsolète, comme c'est le cas dans l'industrie sur les gros ERP, etc., généralement, il n'y a pas d'API disponible, bah là, tu pourras rien faire avec du Make. Ah ouais, ok, plus Tu es compliqué. obligé de passer par des outils du style, ce qu'on appelle les outils RPA, du style Zenoposter à l'époque, où tu peux simuler le navigateur et du coup, même simuler l'écran du PC, quoi. Ok. Mais c'est moins fiable parce que demain, ils changent le code source, par exemple, ils changent Ouais, le la couleur design d'un d'un site. bouton et c'est fini, Ouais, quoi. bah, il y a tout qui saute, quoi. Ok. Et j'imagine que Make a aussi beaucoup gagné en popularité avec l'arrivée des LLM. Parce qu'on va dire qu'avant, on faisait simplement, je poste un article sur mon blog, bah, je vais reposter une copie sur Twitter exactement le même, mais il va pas y avoir forcément de transformation derrière. Alors que maintenant, avec la LLM, tu vas pouvoir prendre une information d'un côté, la retravailler avec l'API d'OpenAI et la remettre quelque part d'autre, par exemple, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, l'automatisation, c'est vraiment devenu, je n'ai pas envie de dire mainstream, mais presque depuis l'arrivée de l'IA. Parce qu'avant, les gens ne voyaient pas. En fait, on faisait appel à une agence de dev, mais en fait, faire du make, c'est ni plus ni moins être une agence de dev, même si les devs qui vont nous écouter vont nous dire c'est pas vrai. Mais moi, à l'époque, quand il y a des choses que je savais pas trop comment faire, je faisais appel à un mec sur Fiverr pour faire un script. Bah là aujourd'hui il y a plus besoin quoi. Maintenant je veux dire avec trois briques make, bah il y a plus besoin de faire appel à un mec pour faire notre script quoi. Ouais, tu peux Et du quasiment tout coup ouais. demander à l'API d'OpenAI qui se charge de te faire le code quoi derrière. C'est ça ouais ou alors même voilà avant quand on voulait interconnecter tous les outils. Oui, c'est ça. Ouais.
Et puis c'est beaucoup plus simple maintenant. Ouais. Mais oui, c'est devenu mainstream, on va dire, depuis l'arrivée des LLM. Tu aurais un super exemple là en tête de d'automatisation que tu as mis en place chez un client qui cartonne? Tac, 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 tac. Alors, un qui cartonne, un des leaders de la formation, mais pas en formation en ligne, c'est leader de la formation. Ils ont 3 ou 5 000 plans de cours à faire. Et l'idée, c'était de se dire, OK, comment je fais des QCM uniques pour passer Calliope pour mes élèves pour la formation, tu vois, c'est typiquement fin d'examen. Bon, en gros, on a mis en place une automatisation qui va scruter tout le temps les plans de cours, les nouveaux plans de cours. Dès qu'un nouveau plan de cours est mis à jour, ajouté, dès qu'une nouvelle personne, un prof ajoute le plan de cours, l'IA, en fait, elle va prendre tout le plan de cours, générer des questions plus ou moins complexes, des questions à trous, du multi-choix, du oui-non, etc. Et du coup, les réimporter dans la base de données du client. Et donc, en fait, là, pour exemple, en un week-end, on avait généré, je crois, plus de 118 000 questions, en fait, qui sont, qui étaient parfaites. En fait, bon, il y a toujours une ou deux qui sont pas bonnes, mais sur la masse, je veux dire, ça permet, en fait, du coup, de générer des questions automatiques, uniques, quasiment sans erreur, avec des niveaux, du coup, différents de complexité. Et donc, bah, du coup, c'est des choses que si tu devais faire un humain, bah, c'est impossible parce que tu peux pas être expert en, je sais pas, en Make et en JavaScript et après en transition écologique, quoi. Donc, l'idée, c'était de se dire, bah, aujourd'hui, c'était pas possible de le faire. Donc, il le faisait, entre guillemets, mal. Enfin, c'était pas forcément optimisé. Et là, maintenant, c'est bien, quoi. C'est parfait, quoi. Ouais, ouais, c'est non seulement déjà une économie financière énorme, mais en plus ça permet des usages qui étaient pas forcément évidents avant, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Euh, c'est ça. ouais, j'ai même vu, tu vois, il y a des startups qui se sont lancées en ce moment qui permettent de corriger automatiquement les évaluations dans les écoles, dans les lycées, dans les études supérieures. Et en fait, ça, c'est des choses, on sait que les profs, en fait, c'est pas leur valeur ajoutée de Non. faire de la correction de cours. Et en fait, avec des outils comme Make, tu peux très facilement le faire. Tu vois, l'étudiant qui envoie une adresse email spécifique, son QCM, bah, derrière, tu peux avoir un Make qui fait un trigger là-dessus, qui Ouais, c'est ça. corrige et qui demande une validation au prof par la suite de la correction. Mais ça fait économiser un temps dingue, Bah, quoi. j'ai un pote qui a un éditeur de site qui a des sites sur les cours pour les profs justement et en fait il a fait tout un donc il a une grosse acquisition de trafic en SEO et en fait il y a de la génération de cours qui est faite bah, par exemple je sais pas tu tapes exercice anglais quatrième par exemple. Ok, le prof il peut générer du coup ses cours aléatoirement en fonction du coup de ce qu'il doit faire en anglais et du coup, après, il a fait un petit SaaS sur Bolt, donc l'outil de Bolt de création de SaaS, on va dire, No code. no code aussi. Et du coup, il peut réimporter les copies et ça corrige automatiquement. Et en fait, la création est faite avec du coup un formulaire et derrière Make qui tourne et qui envoie l'exercice. Et du coup, Bolt est fait pour faire l'UX avec Bolt. Et du coup, toute la correction aussi est faite avec Make derrière qui renvoie les informations. Donc, tu peux même te faire des petits SaaS. Alors après, ce sera pas de là, ce sera pas scalable, etc. Mais pour faire un POC, on va dire un MVP d'un projet et te dire, vas-y, en une semaine, je teste un peu le produit, est-ce qu'il a une tendance à marcher, etc. Voilà, c'est largement faisable. Et puis après, derrière, tu fais développer à des vrais devs, quoi. Ok. Et on a pas mal d'éditeurs de sites qui nous écoutent, ou alors de créateurs de contenu de manière générale, newsletter, podcast. Donc toi, tu as été dans ce milieu également du SEO pendant un moment. Dans ce domaine spécifique, est-ce que tu as des exemples d'automatisation qui sont soit limite évidentes, soit un peu moins, et qui peuvent améliorer la vie des éditeurs de sites? Alors, dans les SEO, on a quasiment, enfin, étant donné qu'avec Clément, on a une bonne audience dans les SEO, on a travaillé pour un paquet d'éditeurs slash agences slash consultants, et on a quasiment, je pense, automatisé tous les process, c'est un point de vue SEO. Que ça soit de la création d'avant-vente, donc des pré-audits, on va dire, en automatique, en disant, bah, OK, je rentre un nom de domaine, mon client, je vais taper dans GTmetrix, je vais récupérer des différentes données à droite, à gauche, le temps de chargement, les mots-clés associés. J'en génère une proposition commerciale automatique, on va dire, avec l'IA ou non. Que ça soit la création de briefs de rédaction. Brief de rédaction, bah, c'est se dire comment en fait je fais un bon brief de rédaction en édition de site, c'est je vais aller
récupérer l'intention de recherche. C'est quoi l'intention de recherche? Donc là, maintenant, chaque consultant, en fait, a son idée de qu'est-ce qu'une intention de recherche. Nous, c'est là aussi que les clients, alors, les clients, nous, ils nous appellent parce qu'on a une grosse expertise SEO, mais on essaye de de pas influencer. C'est OK, toi ton process il est comme ça, moi j'automatise comme ça. Je vais pas te dire comment automatiser ton process de brief de rédaction de SEO ou de contenu parce que chacun a sa méthode et chaque méthode est la bonne. Je veux dire, demain tu fais un brief de rédaction, c'est ta méthode. Donc oui, nous on a des briefs de rédaction où on allait récupérer des briefs de rédaction ultra simples à d'autres ultra compliqués en allant taper l'intention de recherche, du Your Text Guru, les intentions du coup en allant vérifier est-ce qu'il y a des FAQ, des tableaux, des images, des vidéos, etc. Et derrière, bah, du coup, il y en a, on fait de la rédaction, d'autres non. On a automatisé des campagnes de netlinking aussi en fonction d'aller récupérer un peu ce que faisaient les concurrents, les encres, etc. Derrière, tu peux imaginer un plan de stratégie de netlinking sur X mois en fonction du budget, etc., de différents KPI du client. Donc voilà, ça c'est des arbos aussi, c'est de se dire, ok, je rentre un mot-clé, par exemple, je sais pas moi, chaussures de sécurité. Ok, je vais aller taper sur différentes API qui vont me récupérer toutes les pages filles. Plein de mots-clés, je vais tout décannibaliser entre eux. Donc décannibaliser, c'est vérifier que Google, sur deux requêtes, par exemple chaussures de sécurité homme, c'est pas deux requêtes différentes parce que c'est la même requête, c'est les mêmes pages qui ressortent. Donc pour Google, c'est la même intention. Et en fait, suite à ça, on en fait une arborescence au format Xmind, enfin MyMap, ce que tu veux. Et ça, tu vois, c'est des automatisations qu'on a mis pour des agences. Ça mettait plus d'un, enfin en agence, généralement, tu mets une bonne journée à faire une automatisation, une arborescence. Nous, en même pas une heure, c'était généré et du coup, le mec qui pouvait relire, il dirait c'était propre quoi. Et en fait, un consultant, il peut pas être expert hein, tout à l'heure, comme on disait, dans les chaussures de sécurité et dans l'énergie quoi. Donc en fait, là, ça permet du coup de dégrossir et on laisse en fait à l'humain juste le choix de vérifier que tout est OK, qu'il a pas zappé de mots-clés, etc. Ça remplace pas à 100%, mais toutes les truc chronophage à dire allez, je vais sur Google, je vais vérifier si les pages sont les mêmes, après je vais copier-coller dans mon Excel, etc. Tout ça, c'est inutile, elle n'est pas là la plus-valeur, la plus-value du consultant. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que la partie humaine, justement, parce que là, tu as parlé de beaucoup de process qui sont automatisables, mais pas encore vraiment de la partie humaine, c'est-à-dire toute la partie échange avec des clients. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà automatisé? Par exemple, les premiers échanges de mails qui permettent de confirmer que la demande entrante est valide avant de la transmettre à des agents? Moi, je suis pas trop fan de laisser. Y a pas. Moi, je vois, mais il y a des clients slash prospects slash partenaires qui répondent à des emails. Tu vois, la semaine dernière, là, j'avais un client, enfin un prospect, pardon, qui me. Et en fait, tu réponds à la question. Enfin, tu lui envoies un email. Tu vois que c'est des emails qui sont enfin, qui sont automatisés. Et en fait, tu sens Ouais, que t'as pas c'est envie de pas continuer, naturel. quoi. Non, t'as pas envie de continuer. Par contre, bah, moi, le premier, hein, je veux dire, j'ai des. Alors, ça reste pas d'automatisation, parce que je trouve que l'automatisation d'email, pour l'instant, moi, je n'y vois pas vraiment, sauf si vraiment tu as plein d'emails et que tu es dans l'administratif, etc. Mais de faire des petits agents de ChatGPT, dire voilà, tu lui promptes bien, moi, je lui fais tous mes emails, je fais un vocal sur mon téléphone et j'ai un petit agent qui me met en forme correctement avec mon contexte et tu relis. Mais de là à automatiser 100% la recherche, enfin l'envoi d'emails, moi, je suis pas fan par rapport à ça, mais ça se sent Ouais. en fait, ça se ressent. Et j'ai l'impression que les gens ils te manquent de respect du coup. Si tu prends même pas le temps de, alors que enfin, c'est ma vision. Ouais, non, je vois. C'est un peu comme le mec qui t'envoie son lien Calendly pour que toi-même t'ailles prendre un rendez-vous chez lui. C'est moins engageant que juste de C'est ça, discuter, trouver un créneau commun. Tu sens qu'il n'y a pas forcément l'effort en face c'est ça. et tu perds potentiellement du lead. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Du coup, je pense qu'il faut pas tomber dans le trop automatisation, Ouais. mais il faut pas non plus tout faire à la main. Quand je vois encore moi, des potes à moi qui mettent une heure à faire des emails, qui n'ont pas ce réflexe encore de se dire, OK, je pourrais faire un vocal, ou alors j'ai la flemme de faire un bon prompt parce que j'ai essayé de faire un prompt en 10 minutes, ça me sort un truc dégueulasse. Bah, c'est sûr que oui, si t'as pas travaillé ton prompt, tu utilises jamais ChatGPT, il pourra jamais te faire un truc propre, quoi. Comment tu définis justement si une automatisation, elle vaut le coup pour toi? Je Ah, crois c'est simple, il faut utiliser le site cvlc.fr. Ouais. Ça vaut le coup.fr, c'est ça. Tu rentres ta tâche, combien de temps
de temps elle dure. Par exemple, je sais pas, écrire un email, ça me prend 10 minutes par email. Combien de fois tu l'as fait par jour? 50 fois. Combien de temps ça te met à l'automatiser? 2 heures. Et tu as ta courbe de rentabilité qui te montre au bout de combien de temps tu aurais été rentable de faire cette tâche automatique. Moi, je pars du principe que si tu fais une tâche, bon, tu réfléchis pas. Si tu l'as fait 2 fois ou 3 fois, au bout de la troisième fois, il faut te dire, OK, comment je peux la processer, quoi. Ok. C'est plus comme ça, c'est de se dire. Après, voilà, encore une fois, faut pas tomber dans le trop automatisé, parce que tu as des trucs qui sont pas rentables à automatiser. Tu vois, nous, il y a certains clients, on leur dit, ça va te coûter plus cher qu'on te mette ça en place que, bah, je sais pas, par exemple, enfin, il y a des trucs ils veulent trop tomber en trop dans le tout automatiser. Faut pas. Justement, tu dis que ça va leur coûter plus cher. C'est quoi en moyenne pour tes clients le coût d'une automatisation avec toi? Hmm, Ça dépend. Nous, on bosse au TJM, donc comme une agence de dev, mais généralement, on est sur des tickets entre 7 et 10 000 € minimum sur les tickets d'entrée, pour la simple raison qu'on veut aussi se démarquer, entre guillemets, des freelances. Et en fait, il y a toujours du support, toujours du suivi, toujours. En fait, on se rend pas compte, mais même une automatisation sur les réseaux sociaux qui est la plus basique que tout le monde nous demande. J'ai mon contenu sur WordPress. Dès que je publie un article de blog, il faut qu'il soit mis sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. C'est le truc bateau, ça que je pense tout le monde devrait avoir, entre guillemets, ou au moins, s'il n'est pas publié, qu'elle soit en brouillon. Bah, en fait, c'est du prompting. Plus tu as du prompting à utiliser, plus tu vas laisser la liberté à l'IA de faire du contenu, plus tu as de risques d'erreur. Donc en gros, nous, plus on va avoir de l'IA à utiliser, plus on va être cher. Parce que Ok. le prompting, enfin, c'est plus chiant et c'est là qu'il faut qu'il soit le plus fiable. Parce que si ça marche à 99% du temps, ça marche pas. Il suffit que tu tombes sur le pourcentage de fois où Nous, les automatisations les plus simples, c'est de se dire, OK, je prends euh, telle donnée en entrée d'une API, je fais ma tambouille, je la remets sur une autre API. Bah, ça, c'est plus simple parce que c'est binaire. J'ai une API, je fais un calcul, etc., et je le renvoie sur une autre API. Et ça, en fait, ça peut pas bugger. Donc, mais du moment que tu as du prompting, bah, du coup, il faut cadrer, le mec, il va rentrer en entrée un mauvais contexte, bah, tout va partir en vrille. Donc voilà, c'est trop voilà. C'est pour ça que faut bien pricer et c'est compliqué. Et les clients, ça, ils le voient pas forcément parce qu'en fait, ils disent c'est simple de faire un prompt chat GPT. Ouais, c'est simple de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, mais de le faire pour qu'il marche 100% du temps, c'est pas le même taf. Tu dirais qu'une grosse partie du coup du temps que tu passes, c'est de faire du debugging derrière Ouais, et de nous, tester tous c'est les erreurs. kick-off, du kick-off aussi, parce que nous, on prend toujours au moins un jour avec le kick-off, avec le client. Gestion de projet avec kick-off, c'est de se dire, bah, ok, bah, s'implanter dans la vie du client, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui veut dire, ah, mais punaise, on pourrait rajouter ça, on pourrait rajouter ça, on pourrait rajouter ça, et pas penser, en fait, à toutes les évolutions possibles. Et une fois que tu as fait ton truc, si t'as pas pensé à toutes les options possibles plus tard, tu es obligé de des fois tout refaire. Donc, tu vois, c'est d'aller chercher un peu plus loin, c'est de se dire, OK, mais demain, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Au moins, on va te concevoir ça de manière que ça soit scalable. Et après, ouais, c'est ça, c'est débugger, tester. Nous, pas débugger, mais c'est du test. Ouais. La majorité de notre temps, c'est du test, du test, du test, du test. Et des phases, tu vois, par exemple, je prends une automatisation qui est basique aussi pour les e-commerçants, mais que personne, et je comprends pas, alors là, s'il y en a qui ont des idées de SaaS, bon, ça va tuer un peu mon business, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de SaaS qui sorte sur la réécriture de fiches produits. Nous, ça, alors peut-être qu'il y en a un, mais je n'en ai pas vu, on va dire, à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a Wiseone, du coup, avec Arthur que tu as interviewé, qui vont sortir la fonctionnalité sur leurs tools. Mais nous, je sais pas, on a dû avoir une vingtaine de demandes en e-commerce pour automatiser la création de fiches produits personnalisées. Et là, on avait un cas qu'on vient de livrer récemment, c'est de se dire, OK, j'ai un multilingue, 30 000 produits sur 5 sites, sur un multilingue de 5 pays. Comment je fais des fiches produits automatisées et du coup personnalisées en fonction des caractéristiques, etc. Et ça, bah, c'est assez simple, entre guillemets, c'est de se dire, bah, OK, je prends le produit, je récupère les caractéristiques, à l'aide d'OpenAI Vision, je vais analyser un peu donner un peu plus de contexte à l'image,
je génère une description, je pousse sur du Shopify, du PrestaShop, du Magento, sur sur le CMS du client. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas de SaaS qui soit sorti pour faire ça correctement. Ouais, en plus, il suffit limite de scanner le code barre et tu peux trouver toute l'info sur Internet des caractéristiques produits, Exactement, quoi. avec les EAN. Ouais. Et ça, on est justement sur un prospect qui nous a demandé ça, qui a, à partir d'une liste de EAN, récupéré, du coup, tu as des API disponibles qui vont permettre, en fait, à partir d'un EAN, récupérer l'ensemble des caractéristiques, etc. Et en fait, ça te fait des fiches produits qui sont optimisées SEO, slash optimisées copywriting. Et en fait, c'est un gain de temps de ouf. Ouais, souvent mieux écrit d'ailleurs que si tu le faisais faire par un Ouais. humain, quoi. Bah, l'humain, tu vois, c'était, je crois, 3-4 € la fiche produit. Même si c'était 1 € les 100 mots sur de l'offshore, allez, même sur du texte à trous, l'intégration, etc., tu as 3-4 €. Alors que là, quand on le faisait, on était grand maximum à 1 centime par fiche produit. Ah ouais. Donc, tu divises par, ouais, je sais même pas combien. Ouais, la Bah, ça fait par rentabilité, elle est 400, rapide quoi. avec un truc comme ça. Bah, c'est ça. Et t'es pas déformé du coup à force de faire du make toute la journée à vouloir maker tes tâches perso? Eh ben. T'en as Ah, fait? j'en ai. De quoi? T'en as fait des automatisations de tes tâches perso? Ouais, tâche perso, j'en ai une. Alors, c'est une petite anecdote par rapport à Anthony, bah, du coup, des Wizards, qui lui en avait fait une. C'est une des tâches perso. Enfin, quand je dis tâche perso, c'est il a automatisé les billets de vol. Truc relou, c'est de se dire, OK, toutes les prix des billets de vol, ils font qu'augmenter. Bah, il a fait une automatisation Zenoposter qui va checker toutes les secondes les billets d'avion. Et dès que tu as un prix qui est moins cher par rapport à ça t'envoie une notif et toi, t'as plus qu'à commander, quoi. Un Google Flight, on va dire, mais instant. Donc, Ok, tu pas mal, vois, ouais. ça peut être dans. Moi, j'en ai pas énormément des tâches perso. Bon, des trucs qui sont un peu basiques, quoi. Tu fais un vocal, ça va te transcrire ce que tu fais en vocal en tâches sur mon Trello. J'utilise Trello, moi, pour gérer mes tâches. Et du coup, ça va me faire ça. Mais sinon, je suis pas trop dans. Enfin. Voilà, pas trop dans le personnel, entre guillemets. Par contre, oui, dans le pro, dans le pro, ouais, beaucoup de choses. Euh, la grosse actu du moment, du coup, c'est les agents AI qui sont intégrés dans Make. Euh, bon, déjà, c'est un gros changement au niveau du fonctionnement produit et ça ouvre plein de nouvelles utilisations possibles. Euh, mais avant d'en parler, déjà, juste sur le sujet des agents AI, j'ai l'impression que c'est un terme qui désigne plusieurs choses. Ça peut être assez large en fait. C'est quoi pour toi un agent AI de manière générale? Est-ce que ça comprend l'utilisation d'un ordinateur, enfin l'utilisation par l'AI d'un ordinateur avec vision de l'écran et autres, ou est-ce que c'est moins large que ça? Pour moi, c'est un peu le terme. J'aime pas trop en plus ce terme agent IA, agent AI, parce que c'est un peu le terme. C'est la hype, quoi, tu vois. C'est de se dire, mais en fait, un agent IA, c'est ni plus ni moins qu'une succession d'automatisation. C'est juste, en fait, tu te dis, OK, l'agent IA, hier j'ai fait une petite vidéo justement sur les agents IA dans Make qui sont sortis. Alors à l'heure où où on tourne, je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui a encore accès. Peut-être que quand on sortira la vidéo, tout le monde aura accès. Ben, en gros, c'est de se dire, en fait, je laisse la liberté à l'IA de choisir telle ou telle action. Donc typiquement, tu as une automatisation qui fait un vocal qui dit, OK, Michael, dis-moi quels sont mes événements aujourd'hui. En fait, tu vas avoir un agent IA qui va pouvoir regarder tes événements dans le calendrier, un agent IA qui va pouvoir envoyer un email, un agent IA qui va pouvoir te faire un compte rendu de réunion, par exemple. Bah, c'est trois automatisations différentes. Mais du coup, t'es pas obligé, d'un point de vue algorithmiquement parlant, tu aurais très bien pu faire une condition, juste dire à l'IA, première brique, transcris-moi ce que j'ai fait. Si tu penses que l'idée est de faire un compte rendu de réunion, alors déclenche tel scénario. Si tu penses que c'est de faire une recherche de calendrier, alors déclenche tel scénario ou pas. Et du coup, là, en fait, c'est juste, on donne à l'IA et c'est elle qui se débrouille. Mais moi, je suis moins fan parce que c'est pas linéaire, entre guillemets, un point de vue. Et tu as besoin de beaucoup de prompting. Tu vas avoir plus de risques d'hallucination de l'IA parce que plus tu vas lui donner de contexte à ton IA, plus tu augmentes le risque potentiel d'erreur parce que d'hallucination. Donc, moi, je pars plus du principe de. Enfin, typiquement, je reviens sur une étude de cas qu'on a fait pour un client où il y avait une quinzaine de workflows différents avec des conditions. Si tu fais ça, si tu fais ça, bah, en fait.
Nous, on récupère la première entrée, on dit à l'IA d'analyser, de juste nous répondre oui ou non, par exemple. Si c'est oui, alors tu déclenches tel scénario. Si c'est non, tu déclenches tel scénario. Et moi, je préfère faire ça de manière linéaire slash algorithmique parce que Ouais. si ça bug, tu sais où ça buguait. Alors que là, tu lui dis, OK, Mickaël, dis-moi ce que j'ai fait aujourd'hui, puis envoie un email. Bah, pour X raison, il envoie un email à la mauvaise personne. Tu peux pas te rendre compte techniquement où tu as eu l'erreur. Et t'es trop. Alors, c'est peut-être parce que c'est le début des agents, hein, mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as besoin de prompting. Et dans tous les cas, il faudra que tu codes l'automatisation derrière. Donc, c'est un peu surcoté. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Ouais, ok. Tu veux dire que donc jusqu'à maintenant, tu avais la possibilité d'intégrer l'IA dans Make, mais derrière, la décision, une fois que l'IA te renvoyait sa réponse, c'est toi qui la prenais. Ouais, C'est-à-dire que tu disais, si la réponse de l'IA c'est vrai, fais ça. Si la réponse de l'IA c'est faux, fais ça. Alors que là, tu vas pouvoir, via les agents AI intégrés dans Make, c'est l'IA directement qui va lui, décider. directement lui dire, bah, en fonction de ce que tu sors comme réponse, bah, tu décides de l'action que tu fais par rapport à toute cette liste d'actions qui sont prédéterminées. C'est ça. Sauf que si tu as fait un prompt qui est rincé, potentiellement, ton résultat va être rincé et tu sais pas où tu aurais eu la faute. Alors que si tu as bien découpé chacun de tes briques, si tu te rends compte que c'est à tel endroit que ça te retourne faux, alors que ça devrait te retourner vrai, bah tu sais que c'est cette brique de ton prompt IA qui est pas bon. Et ça te permet du coup de bien débugger, etc. Tu as eu des exemples de gens qui ont commencé à jouer avec les agents de code en Make et qui ont trouvé des utilisations qui n'étaient pas possibles de faire avant? Non, mais en vrai, c'est vu que sur Make, les agents IA, tu es obligé de faire des scénarios. En fait, tu es obligé, ce que tu appelles un tools, donc c'est une action, c'est un scénario disponible. Bah, tu es obligé de faire tes scénarios. Donc, c'est comme si tu avais un gros scénario master, ce qu'on appelle un master, qui en fait en découle plein de petits scénarios, des sous-scénarios. Bah, là, en fait, tu mets tout dans le même. Donc, en fait, pour moi, c'est exactement. Après, c'est quand même récent, hein. C'est sorti ce week-end. Tu vois, j'ai pas trop vu de grandes études de cas qui montrent. Peut-être que ça arrivera, hein. Mais voilà, je trouve que c'est un peu surcoté personnellement. C'est beaucoup plus complexe à mettre en place, beaucoup moins fiable. À voir ce que ça donne. Mais oui, c'est un peu la nouveauté, quoi, qui fait où tout le monde se dit waouh, c'est le nouveau truc. Mais ouais, Ouais. Tu as publié une vidéo également sur ta chaîne YouTube justement où tu montrais l'exemple d'un workflow complet via cet agent AI en utilisant Mm. Telegram et Google Agenda. Ouais. Tu peux nous expliquer justement comment il fonctionnait ce workflow et si tu aurais pu le faire sans? Alors ouais, j'aurais exactement pu. Alors, comment il fonctionne? Telegram, pourquoi Telegram? Parce que c'est la messagerie aujourd'hui qui est la plus simple à connecter dans Make. Il y a WhatsApp, mais WhatsApp c'est assez chiant, faut du WhatsApp Business, la connexion est assez relou. Donc Telegram, pour le coup, c'est bien foutu. Euh, En fait, tu poses une question à Telegram à mon bot qui dit bah ok, par exemple, quoi faire? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Il va aller du coup j'ai un scénario qui va juste lister mes agendas, dans mon agenda, mes événements de la date que j'ai posté, que j'ai posé dans la question. Et j'ai un autre scénario qui va envoyer un email de rappel. Donc, lui, son objectif, c'est juste d'envoyer un email. Donc, tu as deux scénarios. Un qui liste les événements, l'autre qui envoie un email. Et du coup, en fait, là, l'IA, elle va te dire, OK, elle va récupérer. Là, en fait, quand je lui dis, bah, liste-moi les scénarios, liste-moi les événements et ensuite envoie un email de rappel, l'IA va absolument comprendre que lister les événements, ça fait référence au scénario listing d'événements. Donc, dans un premier temps, il va aller lister l'événement, puis ensuite, il va aller envoyer un email et il me demande une validation. Avant, si je lui réponds oui, alors automatiquement, derrière, il va aller du coup envoyer. Ce qui est bien, entre guillemets, avec les agents, maintenant, c'est qu'on peut faire une conversation avec eux. Et du coup, ils gardent le contexte, un peu comme ChatGPT, j'ai envie de dire, où ils gardent le contexte. Ça, c'est bien, alors que l'automatisation, à contrario, elle garde pas de contexte. Une automatisation, elle a pas de contexte. Ça, c'est sûr, pour le coup, tu peux du coup interagir, j'ai envie de te dire, avec l'utilisateur. Et vu qu'elle garde le contexte, bah, du coup, les actions peuvent être différentes en fonction de la réponse de l'utilisateur. Ah, ok.
C'est le petit plus de l'automatisation. Tu vois, ça te permet de faire valider. Est-ce que tu es sûr de vouloir envoyer l'email? Oui. Bah, dans ce cas-là, tu envoies l'email. Il a gardé en mémoire les informations et du coup, il va envoyer l'email. Ok. On a aussi de plus en plus d'exemples d'agents AI dans le sens prise de contrôle de l'ordinateur, tu sais, avec des actions qui sont faites directement par l'IA sur l'ordinateur, cliquer sur des boutons, remplir des champs. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux intégrer ça dans les workflow make aujourd'hui? Non, pas pour l'instant. Non, non, pas pour l'instant. Et en vrai, moi, j'y crois pas trop pour l'instant hein, à l'heure actuelle parce que je me dis ça consomme énormément de ressources. Enfin, faire tourner, il y a il y a Claude qui avait sorti ça là avec son module. Je l'avais testé, c'était pas ouf. Alors il y a l'autre outil là, je l'ai plus en tête. Merde. Qui est sorti, Manus, un truc comme ça là, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, tout à fait. Manus.ai, je crois. Mais tu vois, c'est pas fiable, par exemple. C'est pas 100% fiable encore. Tu peux pas, par exemple, il y a des choses qu'il peut pas faire. C'est commenter, laisser un commentaire, tu vois, sur une page web. Il y a plusieurs choses qui sont bridées. Je sais pas. Moi, je suis un peu sceptique à l'heure actuelle de l'utiliser et c'est pas fiable pour la scalabilité. C'est pas. Oui, c'est bien pour faire joujou, pour faire de la R&D, pour tester, mais de là que ce soit fiable à 100%, moi, j'y crois pas pour l'instant. Tu as la fiabilité, puis tu as aussi un problème de vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. ces IA, pour t'acheter un produit sur Amazon, elles te prennent 15 minutes, quoi. Et du coup, Ouais, si tu dois faire une action, ok. Mais si tu dois répéter ça 10 000 fois, euh, ça devient un peu compliqué en termes d'optimisation du temps. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que tu as aussi des grosses possibilités d'erreur aujourd'hui et que c'est ouais. hyper difficile à auditer derrière, quoi. Moi, je pense que ça marchera quand ça sera connecté à nos téléphones. Le jour où enfin, Apple dit OK, on met leur propre agent IA et avec mes données qu'ils ont, Apple, je sais, ils savent que je commande sur Amazon et que j'envoie mes messages sur WhatsApp, tu vois, te dire bah OK, ma copine m'envoie un message, elle me dit commande ci, OK, j'ai juste à dire vas-y, elle m'a dit de commander, je sais pas, des piles, bah là automatiquement il va chercher dans ma conversation, il va commander sur Amazon parce qu'il connaît mon rythme. Là je pense que ça marchera. Mais actuellement, sans les données qu'on a, je suis pas sûr que. Ok. Euh, si on veut se former aujourd'hui à Make, quelles ressources tu recommandes? Comment tu as découvert toi déjà? Enfin, comment tu as commencé à te former? Est-ce que tu penses qu'il faut juste te Hum, tester ou est-ce que tu as des ressources qui sont assez intéressantes sur Internet pour se former? le meilleur, c'est Shubham. Hein. Ouais. Shubham Sharma, ouais, qui est le meilleur, qui démocratise l'automatisation slash l'IA, le no-code, on va dire. Il a pas mal de vidéos gratuites. Moi, j'en ai quelques-unes, mais un peu plus tech. Voilà. Après, il y a plein de ressources maintenant sur Make, hein, quand même, sur YouTube. Et puis voilà, après prendre une formation. En fait, le tout, c'est pas de prendre une formation, j'ai envie de te dire. Le tout, c'est de tester. Moi, je forme beaucoup de personnes en B2B. Euh, et en fait, c'est de se dire, OK, je préfère que vous fassiez 2 fois 1 heure par semaine, des trucs pas qui servent à rien, mais juste pour pas oublier, parce que si tu pratiques pas pendant un mois, bon, après, tu oublies tout. Et moi, je fais tout le temps une grosse demi-journée, voire une journée de R&D par semaine sur Make, parce que l'autre fois, je suis parti en vacances 3 semaines, il y a plein de trucs qui est sorti, si tu loupes le train, t'es mort. Mais bon, j'ai aussi le fait d'être passionné par ça, quoi. Tu vois, le week-end, samedi, bah, j'ai passé ma journée à faire les agents IA. Voilà, et se lever à 7 heures du matin pour tester les trucs, parce que voilà, il y a la passion aussi derrière. Mais il faut pratiquer et se taper toutes les erreurs, se taper les documentations d'API, comment tu fais des boucles, comment tu fais ci. Et il y a tellement de cas différents à voir que c'est pas en une journée malheureusement que qu'on arrivera à faire. Et non, c'est pas en une journée. Voilà, il faut des heures et des mois d'entraînement avant d'être bon. Hein. C'est quoi du coup les choses au contraire à pas faire? Si tu te lances dans Make, quelles sont les premières erreurs à éviter? Partir bille en tête. C'est de se dire, ok, je veux un truc. Moi, toutes les automatisations, et même 10 ans après, je les pose sur une feuille de papier. J'ai mon calepin à côté, l'automatisation, je la dessine.
Alors, ceux qui préfèrent un Miro, etc., ils peuvent utiliser un Miro ou un Whimsical, un petit, mais c'est la visualiser. C'est de se dire, c'est quoi l'input, donc l'entrée, c'est quoi mon output, c'est quoi ma sortie. Qu'est-ce que j'ai entre les deux? Quelles sont les grandes actions? Une fois que j'ai mes grandes phases, chaque grande phase, elle correspond à quoi comme action dans Make? Parce que tu as, par exemple, télécharger une image. Je prends un exemple, télécharger une image. Bah, sur Make, c'est deux actions. C'est récupérer l'image, puis l'importer. Et tu vois, c'est vraiment décomposé. C'est tu écris ton process manuellement, tu le visualises, tu l'associes à chaque action sur Make. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu codes. Mais et aussi partir sur des outils, c'est de se dire, OK, je pars sur un process, mais en fait, tel outil, il est même pas accessible parce qu'il n'y a pas d'API disponible. Bah là, tu vas être confronté à un problème. Ou alors, à contrario, tu te dis, bah OK, euh, recherche de mots-clés, je pars avec SEMrush. Putain, SEMrush, ça coûte 500 € par mois pour avoir l'API. Parce que l'outil d'API de SEMrush à le forfait à 500 €. A contrario, tu utilises des outils, bah, tu dis, OK, comment je fais? J'utilise le module Alloscan, par exemple, qui est le concurrent de SEMrush pour la recherche de mots-clés sur le marché français. Et ben, pour 50 € par mois, tu as le forfait API ou le forfait web. Et c'est exactement pareil pour eux. Et en plus, on a développé le petit module, nous, avec eux, pour Make. On a fait une collab avec eux. On leur a développé le module. Au début, ils n'avaient pas de module. Bah, moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours depuis longtemps. Et je me suis dit, bah, OK, je vais leur développer leur petit module avec eux. Je leur ai développé. Tu le mets accessible à tout le monde. Et maintenant, tu vois, il est disponible, par exemple, pour tout le monde, sans avoir à se taper la doc de l'API. Et c'est vraiment ces deux erreurs. C'est pas de regarder que l'outil soit coûte trop cher, soit qu'il n'a pas d'API disponible, soit partir bille en tête sans avoir écrit son process à la main. Ouais, toujours schématiser son process avant de Tout le temps, commencer tout à le le temps. coder. Ouais. Ouais, tout le temps. Euh, C'est la base, ça. et en termes de modules, c'est quoi les modules que tu utilises dans quasiment toutes tes automatisations? Hum, La suite Google, parce que quasiment tout le monde, enfin en SEO, on bosse avec la suite Google. L'outil, alors s'il n'y a pas de module, mais enfin, Data for SEO, Value SERP, c'est des outils qui vont permettre d'aller scraper Google, donc récupérer des PA, récupérer enfin des people also ask, des sujets connexes, et puis OpenAI quoi. Enfin, je veux dire, OpenAI il est quasiment dans tous les modules d'automatisation. Mais la suite Google, OpenAI, Value SERP généralement pour aller interroger Google. Et après, voilà, c'est vraiment les outils enfin presque quotidien quoi. Airtable aussi. Airtable pas mal. Enfin Airtable, Google Sheet, ça dépend. Airtable c'est quand même relativement bien. Ok. Écoute, petite question également pour terminer. Tu parlais de prix tout à l'heure. Entre le prix des API et le fait que finalement dans Make, j'ai l'impression que chaque micro-action, tu es obligé de faire un module dédié. Ça revient pas très vite cher du coup, Make? Si, c'est pour ça qu'il faut passer sur N8N. En fonction, ça dépend. Ça dépend vraiment de si c'est par exemple juste tes formulaires de contact, les ajouter dans un Google Sheet, recevoir un lead, l'ajouter dans un Google Sheet, deux actions. Si tu en reçois 10 dans le mois, ça te coûte 20 actions, c'est gratuit quoi. Ok. Ça te coûte rien. Par contre, si, comme je te disais, tu vois, tu dois aller vérifier toutes les heures si tu as des nouveaux articles et qui ont été publiés sur un contenu, bah, tu as 24 heures fois 30 jours, bah, ça fait 700, 800, 700 heures à peu près de tête. Bah, 700, enfin, ça te fait 700 du coup opération juste pour les vérifier. Sans avoir du coup la suite des opérations, si c'est extraire le contenu, le rédiger, le réimporter, etc. Tu peux faire 700 fois bah, du coup le nombre de trucs et ça peut vite coûter cher. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien calculer, ça peut être une erreur, c'est de se dire bah ok, je crée 2000 produits sur mon e-commerce, ok, pas de souci. Est-ce que les 2000 produits, ça va pas te coûter plus cher en opération make que en création OpenAI, tu vois, limite. Hmm. Et du coup, si on veut, même si c'est pas le sujet ici, mais si on veut essayer N8N, donc moi j'ai beaucoup essayé Make, d'ailleurs j'ai quelques workflows qui tournent quotidiennement sur Make. Hum. N8N, j'ai pas encore commencé. Est-ce que c'est sous forme d'un logiciel que tu installes sur ton ordi ou plutôt un truc que tu installes sur un serveur? T'as les deux. T'as le forfait geek, tu l'installes sur ton ordi, tu peux si t'as une machine qui fait le taf, on va dire, soit t'as le mode SaaS, mais là qui est payant uniquement, ils ont pas de freemium, contrairement, aussi ils ont peut-être 14 jours de freemium, mais t'as Ok. pas de freemium, contrairement à Make, où Make c'est gratuit si t'as moins de 1000 opérations. Donc déjà, tu t'es pas obligé de mettre la CB pour tester.
Et tu peux l'installer sur un serveur. Nous, on utilise Contabo, pardon. Ça coûte, je crois, 5 dollars. C'est à partir de 5 euros ou 5 dollars par, j'ai plus en tête, par mois. Ça demande un peu. Sinon, il y a Hostinger là maintenant qui sont les. Ils doivent. Parce que N8N a levé 50 millions, 55 millions il y a pas longtemps. Ils envoient en pub parce que j'ai vu qu'ils ont sponsorisé Micode. Et du coup, maintenant, pour 150 euros, je crois, tu as un serveur Hostinger pour 2 ans où il t'installe du coup N8N directement dessus. En mode, du coup, pas en mode SaaS, mais tu as le serveur Hostinger chez eux comme un serveur de Switch pour tes sites, quoi, tu vois. Et c'est pas trop mal. J'ai deux, trois potes qui l'ont fait. C'est pas trop mal. T'as pas besoin de te taper la documentation à installer parce que sinon, faut faire un peu de. Voilà, ça se fait. T'as des tutos, tu le fais, mais c'est moins friendly, on va dire, que du make. Ok, écoute, je vais essayer ça. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Petite question pour terminer, si tu voulais voir quelqu'un passer sur le podcast, est-ce que tu aurais quelqu'un en tête? Ah bah, tu peux. Romain Pirotte, je sais pas si tu as déjà eu sur la partie SEO slash, on va dire. Je sais pas si tu as déjà eu. Je Sinon, l'ai pas eu, non. bah. Ouais. Allez, je vais lui envoyer un petit message. Merci beaucoup, Joanie, pour toutes ces infos. Pas de souci. Je vais retourner sur Make, améliorer mes workflows. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Mickaël. Salut.